Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo qui devrait être intéressante puisqu'on va parler refroidissement et plus précisément water cooling. Parce qu'aujourd'hui on va tenter quelque chose puisqu'on va essayer de refroidir un processeur. Alors ça n'a pas l'air très compliqué comme ça, mais récemment on a des chercheurs qui ont publié leurs résultats sur un système de water cooling où plutôt que de faire ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire un sandwich, où on ferait plutôt directement circuler de l'eau dans le processeur. En quelque sorte, parce que habituellement, un processeur c'est aussi un beau sandwich quand il s'agit de le refroidir, puisqu'on va trouver la puce en elle-même, la puce en silicium qu'on appelle le die. Au-dessus, on va trouver un matériau qui va servir d'interface thermique avec l'IHS. L'IHS, c'est la plaque en cuivre qui se trouve sur le processeur. Ça, c'est pour le processeur en lui-même, parce que quand on va faire du water cooling par exemple, on va rajouter une couche de pâte thermique, le water block en lui-même qui va ensuite échanger la chaleur à l'eau du circuit de refroidissement. Donc on se retrouve avec un beau sandwich et à chaque fois que la chaleur doit passer d'une couche à une autre, eh bien on a des pertes, en fait on a une certaine résistance thermique avec chaque matériau, chaque élément. Tout ça, ça limite notre capacité à évacuer la chaleur du processeur, d'où l'idée de mettre en contact directement le die du processeur, la puce en elle-même, avec l'eau du système de water cooling. Et c'est précisément ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Bon d'accord, c'est pas gagné. Première étape, trouver un processeur cobaye pour cette expérience. Donc j'ai quelques Pentium et Celeron qui m'ont été envoyés dans un colis d'abonnés il y a quelques temps, donc ça devrait faire l'affaire. Donc je ne pourrais pas utiliser de processeur AMD, pas d'AMD FX par exemple, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'AMD utilise quasiment uniquement des IHS soudés, donc on va devoir utiliser du Intel. Donc on va commencer avec celui-là, c'est un petit Celeron G530, donc dans le pire des cas on risque pas grand chose. Ça va me permettre également de ressortir mon outil que j'avais utilisé il y a... ça doit faire au moins un an maintenant, pour délider mon processeur. Normalement, il est compatible avec tous les processeurs Intel depuis pas mal de temps. Donc ça devrait marcher également avec ce Celeron. Donc, le processeur est bel et bien décapsulé. D'ailleurs, on voit qu'Intel y a été assez lourd sur la colle quand même sur celui-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a aucun composant sous l'IHS et on n'a également aucun point de contact, mis à part les petits pads que l'on a ici. Mais on n'en a aucun qui se trouve à proximité du die. Donc on va pouvoir nettoyer tout ça et on va voir si le processeur fonctionne toujours. Ça peut être quelque chose d'intéressant à tester. Ce qui va nous permettre de tester quelque chose d'autre, c'est tout simplement de mettre de l'eau sur le die. Comme l'idée peut paraître assez stupide, plutôt que de vous l'expliquer, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis une grosse goutte d'eau sur le processeur, ça devrait permettre d'absorber un peu de chaleur. Et donc ça devrait permettre au processeur de fonctionner pendant quelques secondes. Et ça ne devrait pas non plus causer de court-circuit, à savoir que sur un processeur comme ça, le die, on est en réalité sur le dos de la puce. C'est-à-dire que ce que l'on a ici, c'est pas la face où les transistors sont gravés. Et si on zoomait dessus avec un microscope, on verrait absolument rien. C'est juste un miroir, c'est juste du silicium. Si jamais il se passe quelque chose, au moins il y a la caméra qui est en train de filmer. Alors c'est parti. Oh putain. Pour le moment, la seule chose qui s'est passée, c'est le bouton qui s'est barré. Ok, c'est parti. Donc on a la carte mère qui s'est mise à biper, et je pense pas que vous avez pu le voir à la caméra, mais l'eau sur le die s'est mise à bouillir juste au moment où j'ai arrêté le système. On va recommencer, comme ça au moins si cette vidéo est un gros fail, on aura au moins une partie intéressante. Regardez bien la bulle d'eau qui se trouve sur le die, et regardez quand l'eau va se mettre à bouillir. Il y a une partie de l'eau qui s'est vaporisée presque instantanément. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire tourner le processeur très longtemps et on ne peut surtout pas voir si la carte mère fonctionne. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de reglisser l'IHS entre les deux, remonter le ventirad et on va voir si on a tué le processeur ou pas. Moment de vérité, IHS et ventirad réinstallés. Hey, ça fonctionne, regardez-moi ça. On est parti pour aller sous Windows. Et le bip qu'on avait, enfin le triple bip qu'on avait, c'est tout simplement la barrette de RAM qui visiblement a un problème, à moins que ce soit dû à un des canaux mémoire. Et grâce à la magie du SSD, on est déjà sous Windows 10, donc je vais pouvoir éteindre ça. Ce qui veut dire que le processeur fonctionne toujours. Donc le processeur fonctionne, la carte mère fonctionne toujours. Comme vous l'avez vu, mettre de l'eau sur le processeur, ça ne l'a absolument pas tué. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse à comment est-ce qu'on va pouvoir construire le système de refroidissement. Me revoilà et j'ai fabriqué ça, notre water block pour refroidir directement le die du processeur. En tout cas, essayez. Donc l'idée elle est assez simple. On se débarrasse
du socket, on se débarrasse évidemment de l'IHS et on vient mettre ça par-dessus sur les points de fixation qui sont normalement utilisés pour le système de rétention du socket. Le processeur va venir se coller sous mon waterblock et ça va comme ça forcer l'eau à rentrer par un des raccords, passer dans la zone qui se trouve ici, c'est-à-dire juste au-dessus du die du processeur et ressortir de l'autre côté. J'ai également fabriqué une backplate qui va venir s'installer derrière la carte mère et qui va permettre de venir visser le waterblock dessus. Ce qui me reste à faire pour le moment, c'est installer le deuxième raccord sur mon waterblock, puisque j'ai déjà installé le premier hier. Et l'idée, donc, c'est tout simplement de le visser jusqu'à ce que le joint torique vienne faire contact avec la base et espérons-le que ce soit étanche. Raccord numéro 2 d'installer. Honnêtement, je pense pas qu'il devrait y avoir de fuite parce que c'est vachement bien serré, parce que mes filetages sont pas parfaits, enfin je pense pas. Du coup, ça demande de serrer assez fort et j'ai bien mes joints toriques qui sont bien compressés contre la base. Donc ça devrait aller. Finalement, la seule chose qui reste à faire, c'est coller le processeur au waterblock ou le waterblock au processeur et voir ce que ça donne. Honnêtement, je suis pas certain des performances. Pour moi, il peut se passer trois choses. La première chose, c'est que ça peut fonctionner super bien et on a inventé le futur du refroidissement, peu probable. Chose numéro 2 qui risque de se passer, c'est que la surface du processeur va juste pas être suffisante pour pouvoir dissiper la chaleur, même si on met l'eau directement en contact, ça risque simplement de surchauffer immédiatement et peut-être même qu'on va détruire le processeur. Ou alors, option numéro 3, c'est que la présence d'eau à côté du processeur va simplement l'empêcher de fonctionner parce qu'on va court-circuiter quelque chose, même si normalement il n'y a rien à court-circuiter, ou pour des questions d'impédance par exemple, ça peut venir perturber certaines choses. Mais comme le but d'une expérience c'est d'expérimenter, on va essayer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de poncer le dessus du processeur, enfin plus précisément le die, pour essayer de rendre la surface moins lisse. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais essayer de faire ça tout simplement pour créer des défauts, des aspérités dans la surface, parce que pour le moment c'est parfaitement lisse, hein, c'est un vrai miroir, mais il faut essayer de créer des aspérités pour augmenter légèrement la surface en contact avec l'eau et maximiser les chances de faire fonctionner ce système de refroidissement. Donc j'ai plus qu'à rayer le processeur et y aller doucement pour pas le détruire. Voilà un processeur bien rayé, généralement c'est ce qu'on essaye d'éviter, mais pour le coup c'est ce qu'on veut, et espérons également que j'ai pas tué le processeur au passage. Donc je vais assembler mon système pour la première fois, voir déjà si tout s'aligne correctement, voir un peu ce que ça donne, et si tout va bien on pourra essayer de coller le processeur. Évidemment on va avoir besoin de quelques modifications. Regardez-moi ça, je suis plutôt content du résultat. Et si on regarde par les raccords, on peut apercevoir le processeur et même entreapercevoir le die. Je pense qu'on est bon pour coller. Il y en a peut-être un peu beaucoup et ça risque de déborder un peu lorsque je vais écraser ça contre le processeur. Mais de toute façon, il faut que ce soit étanche. C'est parti. Difficile de faire marche arrière maintenant. Et bien, il n'y a plus qu'une chose à faire. Attendre que ça sèche. Voilà où j'en suis pour le moment. J'ai réinstallé le waterblock et le processeur pour le coup sur la carte mère ASRock, ça tient parfaitement bien. J'ai installé mon radiateur de 240 mm sur le côté avec deux ventilateurs. J'ai piqué les tuyaux donc, de mon Alpha Cool Iceberg que j'ai modifié il y a quelques temps dans une vidéo précédente. Donc j'ai remis les tuyaux et je les ai installés sur mon waterblock. J'ai relié le radiateur. Le dernier élément qui me manque, c'est la pompe. Alors je vais essayer d'utiliser ma pompe faite maison que j'ai fait pour les vidéos water cooling DIY il y a quelques temps. Donc comme j'ai prévu les supports pour ventilateur en 120-140 mm sur le côté, je vais pouvoir essayer de l'installer sur le côté ici. Donc je vais refabriquer un support imprimé en 3D avec la sortie de la pompe qui va être reliée au waterblock et la sortie du radiateur qui va aller vers le réservoir. Regardez-moi ça, table de bench, micro ATX avec water cooling custom, vraiment custom pour le coup. J'ai relié la pompe à mon alimentation de labo parce que comme la pompe est faite maison, elle n'est pas terrible. Donc comme ça, j'aurai un contrôle sur la tension que j'envoie, j'aurai un contrôle également sur la puissance consommée par la pompe, et puis ça va me permettre de la démarrer avant d'allumer le PC en lui-même, c'est-à-dire la table de bench, et donc pouvoir faire circuler de l'eau au-dessus du processeur avant qu'il démarre, parce que ça va être très important. Il faut qu'il y ait de l'eau qui circule en permanence au-dessus du processeur, sinon on va aller droit à la surchauffe. J'ai pas encore mis une seule goutte d'eau dans le système, donc c'est ce qu'on va faire. Je m'attends à ce qu'il y ait des fuites. J'espère qu'il n'y aura pas trop de fuites côté waterblock. Bon, la pompe, il y aura probablement une fuite ou deux, parce que encore une fois, la pompe n'est pas parfaite. Mais si on n'a pas de fuite au niveau du waterblock, on pourra essayer d'allumer le PC. La pompe fuit déjà et elle n'est même pas en route.
La bonne nouvelle, c'est que le water block a l'air étanche, donc on va pouvoir allumer la pompe, la faire tourner un peu pour voir si j'ai mis assez d'eau dedans, parce que j'ai pas mis tellement d'eau, donc je pense que le radiateur a encore besoin de se remplir. Ok. Pourquoi la pompe a l'air de plus pomper? V7, 16 volts 5. Ça y est, on commence à avoir un retour par le tube d'en haut. Pour le moment, la pompe fonctionne, on a bien de l'eau qui circule à travers le système. Je pense que je peux même en remettre légèrement plus dans le réservoir. Et aucune trace d'humidité côté water block. Donc on n'a plus qu'à essayer de démarrer. Ah, j'ai une fuite qui est quand même assez importante du côté de la pompe. Mais enfin, c'est pas grave. On va essayer de démarrer. On va voir ce qui va se passer. J'ai branché un clavier, j'ai branché l'écran, j'ai branché l'alimentation. Ça fonctionnait avant qu'on commence les modifications. En tout cas, ça fonctionnait même après avoir délidé le processeur. Donc c'est parti. On va décaler la barrette de RAM. On va changer de barrette de RAM. Allez, vas-y. J'ai pas d'image, mais j'ai bien mon voyant sur le clavier. Donc qu'est-ce qu'on a comme problème? On va virer la carte graphique, comme ça, ce sera plus simple. Je sais pas quel était notre problème, mais ça, c'est plutôt bon signe. Alors est-ce qu'on peut jeter un œil aux températures? Eh ben, on va aller faire un tour sous Windows. Waouh! Ça, c'est du SSD. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a toujours aucune fuite ni aucun suintement côté processeur. La fuite commence à m'inquiéter parce qu'il y a le niveau dans le réservoir qui est de plus en plus bas. Et toute l'eau qu'on perd au niveau du réservoir, elle n'est pas perdue au niveau du processeur, elle est perdue, elle est en train de finir sur la table en fait. Donc le système fonctionne toujours, on a bien notre Celeron G350 TDP de 65 watts. Alors c'est pas un processeur extraordinaire, ça c'est sûr, mais encore une fois c'est pour notre petite expérience. Niveau température, on varie beaucoup, on n'a pas dépassé les 40 et quelques degrés jusque là, donc c'est plutôt bon signe. Donc c'est le bon moment pour essayer de stresser le processeur, voir quelle température on atteint. Et je vais en profiter pour sortir la caméra thermique et voir si ça donne quelque chose, ou s'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Voilà ce que ça donne vu en caméra thermique. Donc on voit qu'on a un point chaud au niveau du chipset. On a un composant aussi ici qui chauffe pas mal. Ouh. Un régulateur. On voit aussi qu'on a un peu de chaleur au niveau de l'étage d'alimentation. Logique. Par contre, le processeur, il est bien au frais. On est à 23 degrés sur le dessus du bloc. Le réservoir est bien froid également. On peut voir la pompe, enfin en tout cas le moteur qui chauffe un peu, ça c'est le régulateur. Et au niveau du radiateur, il faudrait que l'eau de la boucle de water cooling monte en température pour commencer à voir des différences entre les tuyaux par exemple. Mais pour le moment, ça risque d'être un peu compliqué parce que la pompe fuit beaucoup trop pour que l'eau puisse rester suffisamment longtemps dans la boucle pour vraiment monter en température. Quoique, peut-être. Pour le moment, je suis plus qu'impressionné. Je suis déjà impressionné, ne serait-ce que la carte mère fonctionne et que le processeur démarre avec de l'eau en train de lui passer juste au-dessus de la tête. Niveau température, on est à 46 degrés. Alors, c'est pas extraordinaire, sachant qu'on a un processeur qui fait que 65 watts en TDP. Petite note également, mais on utilise l'IGP puisque j'ai branché l'écran sur la carte mère. Donc, l'IGP est active et donc ça produit également un tout petit peu plus de chaleur. Mais c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais parce que vu la surface qu'on a d'échange entre le processeur et l'eau, je m'attendais à ce que les températures, si déjà ça fonctionnait, je m'attendais à ce que les températures soient beaucoup plus élevées que ça. Donc c'est pas étonnant qu'avec un processeur conçu pour ça, c'est-à-dire avec des canaux creusés dans le die pour faire circuler de l'eau, c'est pas étonnant qu'on arrive à avoir un système de refroidissement extrêmement efficace. Donc, je vais continuer de laisser tourner le PC, il n'y a aucune fuite pour le moment côté waterblock, donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que même si la pompe fuit de tous les côtés, au moins l'eau elle va pas sur la carte mère. Donc je vais laisser tourner ça jusqu'à ce que ce soit bien monté en température, ou en tout cas jusqu'à ce que ma bouteille soit vide en fait, ou alors jusqu'à ce que la pompe surchauffe ou s'arrête. Non, pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc je vais laisser tourner ça et on va voir ce que ça donne. Question température. Alors ça, c'est pas bon signe. La carte mère vient de s'arrêter, alors que les températures étaient correctes. Oh, je sais ce qui s'est passé. Ma pompe de merde vient de s'arrêter de tourner. Tout allait bien en plus de ça. Les températures étaient toujours dans les 40 degrés. C'est la pompe qui est en train de surchauffer maintenant. Il faut dire que la pompe consomme 16-17 watts à elle toute seule. Ça sent le moteur électrique en train de lâcher. Ah, il est chaud! Oui, ça sent de plus en plus le moteur électrique en train de lâcher. Bon, déjà, est-ce que ça va redémarrer? Je pense que ça va conclure l'expérience pour aujourd'hui. Et le plus extraordinaire, c'est que ça fonctionne. Pour le moment, le waterblock survit également parfaitement bien. Pas la moindre trace de fuite ou d'humidité, ce qui est une très bonne chose. Donc ce que je vais faire,
c'est que je vais commander une meilleure pompe de water cooling, quelque chose d'un peu plus pro et d'un peu plus durable. Comme ça, on pourra reprendre cette expérience dans une prochaine vidéo. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur la cloche également pour recevoir les notifications, c'est ce que les youtubeurs disent généralement. Vous pouvez liker la vidéo, laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne. Et encore une fois, soutenir ce genre de projet. Merci à tous ceux qui sont restés regarder cette vidéo jusque-là. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.